rapidement, merci. Bienvenue à ce webinaire du mercredi. Vous allez avoir tout un webinaire. C'est du temps de qualité que vous allez avoir aujourd'hui. Merci de prendre le temps d'assister à ce webinaire-là, qui est offert par la Fondation de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés, l'ACPDP. Je suis Claude Lestage. Je suis membre du conseil d'administration de l'ACPDP et consultant en gestion et développement philanthropique. On est très heureux donc de vous accueillir aujourd'hui et on va accueillir trois personnes vraiment d'expérience qui vont être avec nous. On va avoir avec nous Claude Drouin, on va avoir Sylvain Ladouceur et Donna Mathieu qui vont nous présenter, créer un parcours inspirant pour les donateurs, les donatrices. C'est inspiré de ce que Claude et Sylvain ont donné à l'ACPDP au congrès, au dernier congrès de l'ACPDP. Ça a été vraiment un succès. Alors, ils vont répéter l'expérience. Je vous parle aujourd'hui en direct de la ville de Québec qui se situe sur le territoire ancestral de la nation Huron-Wendat. On exprime notre reconnaissance envers les premiers peuples pour leur présence continue, leur savoir et leur contribution au bien commun. Ces territoires accueillent depuis des millénaires de nombreuses nations qui vivent, ils partagent leur culture et entretiennent des liens profonds avec la Terre. Nous saluons leur rôle essentiel dans la protection et la transmission de ces territoires et réaffirmons notre volonté de favoriser le respect, la collaboration et la réconciliation dans toutes nos actions. Les personnes intéressées à identifier le territoire dans lequel ils vivent ou dans lequel ils résident ou se rassemblent localement peuvent visiter le site www.native-land.ca. C'est quand même vraiment plaisant de voir la terre, puis allez essayer ça, c'est super le fun. Avant le début du webinaire aujourd'hui, j'ai quelques instructions, si vous voulez bien. Donc, on vous demande de garder votre caméra et votre micro éteints tout au long du webinaire. On vous invite à entrer en communication les uns avec les autres par le clavardage. Si vous avez des questions pour nos présentateurs, veuillez également les poser par le clavardage. Je vais gérer les questions à la fin, donc il y aura une période là, de questions. Et vous noterez que dans le courriel, vous donnant droit au lien de connexion que Karen vous a fait parvenir, il y a un lien vers un dossier Dropbox dans lequel contient les formulaires à remplir en vue de l'obtention des crédits de formation reconnus CFRE et MFAP relativement au webinaire d'aujourd'hui et un PDF de la présentation PowerPoint. Le webinaire, donc, donne un crédit CFRE et MFAP. Vous allez recevoir un courriel après le webinaire qui contient le lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Mais avant de commencer, ça me fait plaisir de vous présenter une personne que je connais depuis longtemps, qui est forte, agréable, mais surtout très compétente. Je vais souhaiter donc la bienvenue à Nathalie Côté de Peertree Canada, notre généreux commanditaire des webinaires du mercredi. Nathalie? Bonjour, mais merci Claude. Alors, je suis moi en direct de la ville de Québec. Je m'appelle Nathalie Côté et au nom de Pear Tree Canada, fier commanditaire pardon, de la CPDP, je suis très heureuse de vous accueillir à sa série de webinaires 2025-2026. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Pear Tree, on a été fondé il y a plus de 18 ans et on propose une approche unique qui permet aux philanthropes de donner davantage en réduisant le coût de leurs dons après impôt grâce à une structure de dons d'action accréditive. Cette structure a été éprouvée et permet de faire des dons personnels et corporatifs. Elle est largement acceptée et utilisée par les philanthropes et leurs conseillers financiers, fiscaux et juridiques à travers le Canada. Peartree aide donc les grands donateurs à donner davantage aux grandes institutions comme aux plus petits organismes locaux. Nous facilitons les dons majeurs et transformationnels tout en finançant la création d'emplois dans les communautés nordiques et éloignées du Canada. Je vous encourage à visiter peartreecanada.com pour en savoir plus. Je tiens à vous remercier pour votre présence et votre participation ce midi et vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à Peertree, bien entendu. Et maintenant, trêve de bavardage, on va accueillir nos intervenants d'aujourd'hui. Sylvain Douceur, qui est gestionnaire dons planifiés, Claude Drouin, gestionnaire dons planifiés également, et Donna Mathieu, coordonnatrice pardon, de projet, qui sont tous
avec l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et bon webinaire. Merci beaucoup, Claude. Merci, bienvenue à tout le monde. Nous sommes extrêmement contents d'être avec vous aujourd'hui. Donc, nous allons vous présenter essentiellement, comme Claude l'a mentionné, cette présentation avait été donnée initialement à Edmonton au Congrès national en anglais. Nous avons modifié un peu la présentation pour faire cadrer le tout dans une présentation de 45 minutes à 1 heure. Et nous aurons l'occasion aujourd'hui de vous présenter un peu le parcours de certains donateurs, mais aussi l'approche qu'on considère quand même très, très humaine et très personnalisée de l'Université d'Ottawa en termes de dons planifiés. Alors, je cède la parole à mon collègue Claude. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comme objectif de notre session, ce qu'on va faire, c'est on va explorer plusieurs étapes clés pour le parcours de la relation de donateur. Nous allons passer de l'acquisition jusqu'à la reconnaissance. Puis, on va mettre beaucoup l'emphase, la lumière des points de contact essentiels qui est essentiel à avoir pour influencer l'engagement des donateurs au sein de votre cause. Nous allons aussi partager des stratégies de communication et personnalisées qui nous permettent de se connecter efficacement avec nos donateurs et donatrices. Et ainsi, on va vous partager des approches pour mieux exprimer la gratitude et la reconnaissance envers leur soutien. Et pour terminer, nous allons présenter non seulement 3 études de cas, mais qui vont inclure des pratiques exemplaires que vous pouvez utiliser pour bâtir des relations à long terme envers de vos donateurs et donatrices, afin qu'eux se sentent très valorisés et inspirés afin de maintenir leur soutien à long terme. Donc, Sylvain, un peu l'agenda de la journée. Alors, pour l'ordre du jour aujourd'hui, l'agenda, donc nous allons nous présenter d'une façon un peu plus originale, disons. Suite à ça, nous allons parler du programme de dons planifiés à l'Université d'Ottawa. Donc, vous présenter un peu le programme en chiffres, le profil des donateurs. On va revenir sur le continuum de la relation, même si on le connaît tous. On voulait s'assurer justement de faire un beau rappel là-dessus. Ensuite, on tombe vraiment dans la gestion de la relation avec nos donateurs, donc le cycle des dons planifiés, notre vision par rapport à ce processus relationnel-là, nos approches et les initiatives qu'on prend au sein de notre programme, et aussi quelques apprentissages. Et finalement, les études de cas et les points clés à retenir par la suite. Il y aura une période de questions, comme Claude Lestage a mentionné, une période de questions à la fin. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à aller dans le chat et à les poser. Et nous pourrons répondre, oui, au fur et à mesure dans le chat, mais verbalement aussi à la fin. Alors, qui sommes-nous? On voulait se présenter d'une façon un peu plus humaine, disons. Une bio, vous avez accès, vous pouvez aller sur notre LinkedIn, etc. Il y en a plusieurs d'entre vous qui nous connaissez. Mais avant tout, derrière les professionnels en philanthropie que nous sommes, que vous êtes, il y a des humains. Et notre rôle en tant que professionnel en philanthropie est de faire le lien entre ces humains-là, entre l'humain qui est le donateur, la donatrice, entre les humains qui sont derrière nos institutions. Donc, on voulait vraiment ici vous présenter qui nous sommes vraiment derrière le titre. Alors, vous voyez une photo ici, moi, avec un donateur que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc, je suis qui? Mais professionnel engagé, bien sûr, dans le milieu. Ça fait plus de 25 ans, presque 30 ans, que je suis dans le milieu de la philanthropie. Donc, je préside le comité d'éducation de la CPDP. Initiateur du regroupement des universités québécoises pour les dons planifiés. Pour ceux qui sont dans le milieu universitaire, vous connaissez. Mais avant tout, musicien à mes heures, écrivain à mes heures, peintre aussi à mes heures, mais surtout père, conjoint et fils très engagé. Alors, je cède la balle à Claude. Pour moi, comme vous voyez, j'ai plus de 25 ans d'expérience en philanthropie. Ce qui me passionne le plus, j'ai travaillé dans les dons annuels, les dons majeurs, les dons principaux, la reconnaissance, mais mon cœur, il tient beaucoup au niveau des dons planifiés parce que j'aime énormément accompagner le parcours pour un donateur, donatrice qui veulent laisser un héritage pour les causes qui leur sont très chères. Et un petit lien important pour moi dans ma vie, c'est j'adore coacher le baseball. Moi et ma conjointe, on a un fils de 14 ans que j'adore coacher le baseball compétitif.
Puis j'aime ça inspirer et démontrer ma passion du sport de baseball pour les jeunes, tout comme les donateurs et donatrices m'inspirent eux-mêmes la passion qu'ils ont pour laisser un héritage envers la cause qui leur sont très importants. Donc, je vais faire un petit lien là-dessus et je cède la parole à Donna. Bonjour, je suis Donna Mathieu, coordonnatrice de projet pour l'équipe des dons planifiés à l'Université d'Ottawa. Je suis une fière maman de 2 filles diplômées de l'Université d'Ottawa et j'ai un grand amour pour les métiers d'art et les films d'action. Et comme mes collègues l'ont déjà trahi, je suis aussi une grande fan de tout ce qui touche à Harry Potter. Ce que j'aime le plus dans mon rôle à l'université, c'est avant tout le contact avec les donateurs. Ces échanges humains qui donnent tout leur sens à notre travail. Et bien sûr, le fait de faire partie de la meilleure équipe en dons planifiés avec mes 2 collègues extraordinaires, Sylvain et Claude. Maintenant, nous allons parler de notre programme à l'Université d'Ottawa, donc je cède la parole à Sylvain. Merci, Donna. Oui, en effet, Donna est une grande fan d'Harry Potter, mais elle a oublié de vous dire aussi de Lego. Vous devriez voir nos bureaux ici, là. C'est assez impressionnant, les décors qu'on a. Alors, programme de dons planifiés à l'Université d'Ottawa, c'est quoi? Alors, 3 employés, comme vous le savez, on en a parlé depuis le début, on s'est présenté. Le programme de l'Université d'Ottawa a seulement 30 ans, donc c'est un programme qui est quand même assez jeune si on se compare à d'autres universités ou à d'autres institutions philanthropiques. Il y a plus de 280 membres du Cercle Héritage. Et la valeur moyenne, juste revenir, désolé, au niveau du Cercle Héritage, donc 280 membres, bien sûr, c'est la moyenne euh, actuel, c'est le nombre actuel, mais comme vous le savez, bien sûr, il y a des gens qui nous quittent, il y en a qui s'ajoutent. Donc, le total de donateurs en dons planifiés qu'on a vu passer à travers ces 30 années-là avoisine probablement autour du 400. Donc, vous pouvez voir là, que c'est quand même un programme qui a connu assez de succès grâce aux gens qui nous ont précédés et à l'équipe qui est ici actuellement. La valeur moyenne des dons, donc d'un don planifié à l'Université d'Ottawa, c'est de 100 000 $. Donc, une succession à peu près, ça va être 100 000 $, c'est estimé à 100 000. On révise cette médiane-là, donc ce n'est pas une moyenne, on écrit moyenne, mais essentiellement, c'est une médiane qu'on révise à toutes les 3 ou 5 années pour s'assurer d'être à jour, mais aussi de se comparer à ce qui se fait dans d'autres universités et dans d'autres institutions. Quand est-ce qu'on utilise ce montant-là? C'est quand on n'a pas la valeur, justement, d'une succession ou d'une intention de don, d'un don testamentaire ou d'un don par assurance vie. On va utiliser cette moyenne-là dans notre CRM, essentiellement dans nos dossiers de campagne. Une chose importante, puis ici, on veut venir démystifier un petit peu, on en parlait en se préparant, la petite équipe avant qu'on aille live avec le webinaire. Souvent, on va avoir peur, quand on commence en don planifié, on va avoir peur des véhicules de dons. On va se casser la tête avec des rentes de bienfaisance, avec toutes sortes de véhicules, mais il est prouvé, puis si vous regardez dans vos propres organisations, que 85%, en tout cas chez nous, c'est ça, 85% des dons de nos dons planifiés sont des dons testamentaires. 10% sont des assurances vie. On a juste un 5% qui sont essentiellement d'autres types de dons. Donc, il faut se concentrer, vous allez le voir au travers de la présentation, on se concentre sur le pourquoi avec nos donateurs et non pas sur le comment. Donc, on va y revenir, mais rappelez-vous là, de ce petit concept-là. Le budget opérationnel est très, très bas, comme vous pouvez voir. On parle de 25 000 $. Je sais que ça peut avoir l'air haut pour certains organismes, bas pour d'autres. De notre côté, bien sûr, ça n'inclut pas nos salaires, mais toutes les dépenses en acquisition de donateurs, reconnaissance, formation, etc., ça cadre dans notre 25 000. Au cours des 10 dernières années, donc on a recueilli essentiellement en dons planifiés 70 millions de $, donc à peu près 60% en intention future. L'autre 40%, ce sont des successions qui sont réalisées. Se rappeler, bien important de se rappeler que les argents ne sont jamais comptés en double. Donc, si une intention de don a été comptée quand elle se réalise, donc la succession se réalise, elle n'est pas recomptée. Donc, il n'y a pas de double counting là, dans ces chiffres-là.
Et les résultats en dons planifiés représentent 13 à 14, même peut-être 15% des résultats philanthropiques globaux pour notre université. À Claude maintenant. Donc, dans un programme de dons planifiés, quand Sylvain et moi avons arrivé ici 10 ans passés, c'est important pour nous d'analyser, de mieux comprendre, puis de connaître c'est qui nos membres du Sacré Héritage. C'est quoi leurs caractéristiques, les démographiques, leur historique de dons, etc., pour mieux nous orienter avec qui sont nos prospects avec lesquels on doit cibler nos acquisitions, des stratégies d'acquisition. Donc, nous avons entrepris une analyse sur nos membres à ce moment-là, qui est important de définir leur profil idéal. Puis comme vous voyez ici à l'écran, la majorité du temps, ce sont des gens qui sont célibataires, il y a un côté de services financiers très stable, des fois, ils n'ont pas d'enfants, etc., ils n'ont pas d'héritier à laisser, un héritage au niveau des individus, des membres de la famille, donc ils pensent beaucoup à les causes et les charités qui sont très à cœur pour eux. Donc, il y a une chose importante, et donc planifiée, puis on le mentionne souvent, puis même Claude Lestage en fait mention à plusieurs de ces sessions qui offrent en fait de formation, c'est les dons planifiés sont souvent le reflet d'un engagement profond et durable envers une cause. Il faut tout le temps penser à ceux et celles qui choisissent à donner une cause d'une façon très fidèle et loyale. Regardez à vos donateurs mensuels, ceux qui sont plus engagés, ceux qui donnent annuellement depuis au moins 5, 10 ou quinzaine d'années. Ce sont les gens qui croient en votre cause, puis qui deviennent des profils idéaux avec lesquels à cibler pour vos stratégies d'acquisition. Sur l'écran, comme vous voyez ici, nous autres, on a indiqué un peu des chiffres qui représentent un peu de la clientèle cible avec qui qu'on cible. 50 ans et plus, puis juste à noter à mes collègues, je pense qu'on commence à regarder à 45 et plus dernièrement. On regarde beaucoup à cet âge-là. On regarde aussi un donateur à l'université qui donne entre 15 à 20 dons durant leur vie. Ce n'est pas un montant très significatif qu'ils ont donné cumulativement. On regarde à peu près à 3 000 $ qu'ils ont donné au courant de toute leur vie à l'université, mais d'un côté très fidèle et engagé. L'autre chose importante qu'on a fait une couple d'années passées, c'est envoyer un sondage aux membres du Sacré Héritage pour mieux comprendre leur inspiration d'avoir laissé un don futur à l'université. Puis ce qu'on a ressorti là-dedans, c'est qu'ils ont passé un beau souvenir à l'université. Il y a eu un impact dans leur vie avec leur éducation qu'ils ont vécu ici. Ça peut être quelque chose d'autre envers votre organisation charitable, peut-être c'est une organisation sur le cancer, l'Institut de cardiologie ou quoi que ce soit qui a un impact au niveau de la santé, quelque chose de mental au niveau de la famille, etc. L'autre chose, c'est qu'ils veulent redonner pour les générations futures et aussi qu'ils veulent redonner eux-mêmes à l'université où ils ont vécu. Fait que ce sondage-là a été très important pour nous de mieux identifier la segmentation avec laquelle nous ciblons. Le prochain, Sylvain? Oui, alors, on va déconstruire quelque chose. C'est peut-être un peu controversé ce qu'on va amener, mais vous allez probablement être d'accord avec nous à certains égards. La fameuse pyramide de dons. On l'a apprise dans nos cours d'introduction en philanthropie ou un peu partout où on est allé chercher de la formation en philanthropie depuis les 15, 20, 30, 40, 50 dernières années. Mais cette pyramide de dons-là, est-ce qu'elle existe encore à notre humble avis ici à l'Université d'Ottawa? Non. Pourquoi? Parce que le cycle normal, entre guillemets, de la relation ou du continuum de la relation avec le donateur, où le donateur, la donatrice va rentrer au don annuel, va ensuite faire un don intermédiaire, un don majeur ou un don principal, et ensuite aller au don planifié, ou ce qu'on appelait dans le temps le don ultime. Moi, personnellement, quand j'entends ce terme-là, le don ultime, ça me fait frissonner parce que c'est comme s'il n'y avait plus de possibilité de relation après. C'est le don ultime, tu n'auras jamais rien de mieux. Donc, ce n'est pas le cas. Et on le voit de plus en plus. Les donateurs vont arriver vont commencer leur relation avec l'Université d'Ottawa ou avec d'autres organisations, souvent avec, oui, un don planifié. Et on l'a vu, la première étude de cas qu'on va vous faire tantôt, c'est justement le cas. Donc, vous allez voir que c'est un donateur qui a commencé sa relation avec un don planifié. Donc, il ne faut pas s'arrêter à la pyramide et se dire, OK, si le donateur n'a pas fait
je sais pas moi, 25 dons annuels, ben, il n'y a pas de possibilité. En ne parlant pas des dons planifiés, ce qu'on est en train de faire, c'est d'enlever une opportunité à nos donateurs. Donc, on peut en parler, on peut sensibiliser, on peut conscientiser. Alors, notre fameuse pyramide, pour nous, ça n'existe plus. Puis, il faut se concentrer sur le fait que la relation peut commencer à n'importe quel niveau. Le continuum de la relation, donc un très, très petit rappel ici, mais encore un message qu'on veut passer sur la base de notre vision à nous. C'est qu'il ne faut pas penser en quelque part que les donateurs encore vont suivre ce processus-là automatiquement. Donc, identification, acquisition, cultivation, engagement, sollicitation et ensuite reconnaissance, fidélisation. Les donateurs peuvent se promener dans tout ça. Un exemple, vous rencontrez un donateur, une donatrice qui vous parle de son projet donc planifier, son projet philanthropique. Donc, oui, une acquisition qui est faite, oui, il y a de l'engagement qui est fait, on passe à une sollicitation, même si, à notre avis, ici, la sollicitation, il n'y en a pas vraiment à don planifié, on facilite le processus avec les donateurs. Les donateurs peuvent revenir en quelque part là, à la réflexion. Donc, on va retomber à l'engagement, on va revenir à cet engagement-là, on va les cultiver pendant un bout de temps, on va les inviter à des événements, on va les engager envers notre institution et éventuellement, on va peut-être passer à la signature d'une intention de don et aller vers la reconnaissance de la fidélisation. Et la fidélisation devrait être, à mon humble avis, à toutes les étapes aussi. Et à partir de ça, il va y avoir, oui, un ou des nouveaux dons, de l'engagement, mais surtout la personnalisation dans toutes les étapes du continuum relationnel avec les donateurs. Du moins, c'est notre approche. Et ici, ce qu'on doit se rappeler justement, c'est de respecter le rythme du donateur, de la donatrice. Je passe la parole à Claude. Je vais juste revenir à la diapo sur le profil des donateurs. Tu n'as pas besoin de revenir à cette slide-là, Sylvain. Mais je vais juste faire mention. Oui, on segmente beaucoup les caractéristiques que j'ai partagées avec vous sur notre diapo avec lesquelles on cible à l'Université d'Ottawa. Par contre, des fois, c'est essentiel de ne pas se limiter avec ce profil de type de donateur. Parce que chaque donateur potentiel a évidemment son propre parcours et ses propres raisons de donner. Comme Sylvain a mentionné tantôt avec la fameuse pyramide de dons qui n'existe plus, il y a souvent des donateurs comme qu'on a nous autres comme membres du Sacré-Cœur qui ont commencé leur premier don étant un don planifié et ensuite ils ont évolué avec des dons annuels, etc. Fait que le don, des fois, le profil, c'est pas nécessairement axé avec exactement ce que vous avez comme profil. C'est juste le mentionner et tenir compte de cette notion-là. Ce que je vais partager avec vous, sa prochaine diapo, c'est notre cycle du parcours d'un donateur au programme des dons planifiés. Nous avons notre équipe des dons planifiés dans NOCV et moi, nous avons créé quelques années passées, c'est où se situe le parcours d'un donateur une fois qu'il est identifié à l'université jusqu'à la finalisation et la réalisation de le don de succession. Donc, vous voyez ici à l'écran, nous commençons évidemment avec les stratégies d'acquisition. Nous avons une panoplie de façons que les gens peuvent s'identifier comme étant une personne intéressée ou nous confirmer qu'on nous sommes dans leur testament pour un don futur à l'université. Donc, il y a plusieurs moyens de marketing que vous pouvez le faire, tout dépendamment de votre budget opérationnel, etc. Nous, l'un des matériaux stratégiques que nous utilisons souvent, c'est un sondage en ligne. Sylvain et moi, nous l'avons fait pendant plusieurs années passées. On a fait des formations aussi, ces sondages, puis on a développé quelque chose de très, très positif, un bon investissement de retour qui a pu identifier énormément d'intérêt envers des gens intéressés à considérer un don planifié. Donc, je vous recommande le côté des sondages. Tu es capable de capturer des informations très personnalisées, très détaillées des donateurs si vous avez des questions très précises que vous aimeriez recevoir comme information. L'autre façon, c'est des envois directs avec une clientèle cible, etc., avec des belles histoires. On mentionne beaucoup des histoires émotionnelles qui ont un grand impact. Je trouve que c'est la meilleure stratégie de marketing, c'est d'utiliser des histoires, des témoignages de vos donateurs de dons planifiés. Autre moyen, c'est vous avez une campagne annuelle envers votre organisation, c'est s'assurer que sur chacun des coupons de réponse pour qu'ils puissent faire leurs dons, c'est inclure une case qui indique
j'ai un intérêt à recevoir plus d'informations sur les dons planifiés ou une boîte qui coche j'ai inclus telle organisation dans mon testament. Ça va auto-identifier le donateur envers votre programme, puis vous allez faire des beaux suivis avec ces donateurs-là pour mieux comprendre leur inspiration. Évidemment, un site web, c'est très important. On sait que les donateurs et aussi leurs notaires ou leurs avocats qui créent leur planification successorale cherchent de l'info pour une organisation, pour leurs clients et clientes. Donc, c'est important d'avoir des informations très pertinentes sur votre page web pour promouvoir votre programme de dons planifiés et rendre en contact avec vous également. Donc, ce sont des petits liens de stratégie d'acquisition. Une fois que la personne a identifié un intérêt, nous autres, on le rentre dans notre bassin de suspects et de cultivation. On est choyé d'avoir Donna parmi nous comme coordinatrice de projet parce que le côté de cultivation, ben, ça peut prendre plusieurs mois ou quelques années avant que la personne puisse faire la démarche de considérer un don planifié dans leur testament. Donc, nous avons des périodes des touch points, des suivis, etc., leur fournir de l'information. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts de rencontrer leur avocat pour faire la mise à jour de leur testament, et ça serait dans 2-3 ans, mais on garde contact avec eux, etc. Donc, on a un code dans notre système qu'on les appelle des suspects. Ils peuvent se retirer comme intérêt, peut-être qu'ils sont plus intéressés, ils veulent donner ailleurs, etc. Mais si ils démontrent un grand intérêt, puis disent « je suis prêt, je veux inclure tel don vers telle désignation », là, on crée une sollicitation, c'est genre une proposition qu'on rentre dans notre CRM, notre logiciel de base de données. Donc, nous rentrons une proposition qui peut aussi évoluer pendant quelques mois aussi afin de finaliser leur désignation et confirmation, l'intention qu'ils veulent donner à l'université. Une fois que c'est signé, etc., on passe à la côté de la reconnaissance, de la fidélisation. Là, ça, c'est le beau travail, c'est de connecter, faire des beaux touchpoints personnels avec nos donateurs, donatrices durant leur vie parce que la reconnaissance et la fidélisation, c'est très, très important. 95% des dons futurs envers notre organisation sont révocables. Donc, on veut garder une relation très positive avec nos gens pour garder l'université dans leur testament et ne pas changer d'idée. Malheureusement, le temps venu, ils décèdent, puis on a une communication avec la succession. Aussi, le rôle de Donna, c'est de gérer l'administration des successions, mais aussi de développer des relations avec des gens proches de la donatrice et donateur malheureusement décédés pour garder un impact de leur héritage qui va continuer perpétuité encore au futur pour nos générations futures. Donc, c'est important d'avoir cette relation-là. Également, dans tout milieu, c'est important le niveau de collaboration. Nous, ici à l'université, on a une grande équipe, on a des leveurs de fonds dans différents services, facultés, etc. C'est important de collaborer ensemble parce qu'on ne travaille pas en silo. On travaille tous ensemble, puis les relations donateurs peuvent venir d'un bord et de l'autre pour vraiment rehausser la relation à long terme avec nos donateurs et donatrices. Juste donner un petit aperçu sur notre vision, comment est-ce qu'on travaille, puis c'est quoi le cercle héritage. Nous autres, c'est de reconnaître et honorer nos membres de cercle héritage en les privilégiant une approche très personnalisée, humaine, authentique. On ne veut pas juste envoyer une lettre de remerciement puis leur dire merci, etc. On veut aller un petit peu plus au-delà sans leur créer une grande parade, défilé, quelque chose comme ça. Mais on veut avoir des petites connexions très personnelles. On bâtit des relations au-delà du geste financier. Ce n'est pas à cause du montant qui est important. C'est leur devoir, leur vision, leur valeur, pourquoi ils redonnent à l'université et l'importance de leur soutien. C'est d'instaurer aussi un dialogue, continuer à partager des histoires d'impact. Je reviens encore aux histoires, des témoignages. On en a partagé énormément. On va en parler tantôt et en dévoiler quelques exemples dans nos autres diapos. Mais toutes les initiatives liées à la gestion des dons planifiés, qu'elles soient collectives ou individuelles, sont tous coordonnées par l'équipe des dons planifiés.
On est très méticuleux, comme je pourrais dire. On a une base de données très structurée, que toutes nos actions, nos appels, nos rencontres, des petites touches personnelles ici avec des donateurs, comme par exemple, Donna et moi avons rencontré un couple donateur de plusieurs années, puis on a su qu'ils célébraient leur 50e anniversaire. Donna a mis dans notre calendrier une petite carte d'anniversaire qu'on va signer personnellement puis leur faire envoyer. Puis je peux juste vous dire comment est-ce qu'ils ont apprécié cette petite touche personnelle qui ne s'entendait pas en tant que donateur. Donc, c'est des petites choses comme ça qui rendent la relation très spéciale pour nos donateurs et donatrices. Et juste pour terminer, je reviens encore, on adore les sondages, beaucoup. On apprend beaucoup sur nos donateurs, leurs inspirations, puis aussi pour nous guider, nous aider de qu'est-ce qu'ils veulent en retour. Donc, plusieurs apprentissages du sondage dernier qu'on a fait auprès de les membres du sacréritage. On voulait avoir un peu leur inspiration, pourquoi ils ont considéré un don à l'université, un don futur, mais aussi la personne qui veut être reconnue. Qu'est-ce qu'il veut recevoir comme bénéfice en retour? Évidemment, on veut des rencontres soit virtuelles et en personne. Évidemment, le virtuel, c'est plus commun aujourd'hui suite au COVID, malheureusement. Mais on a aussi des rencontres en personne qui aiment recevoir avec différents sujets, un projet de recherche à l'université ou un étudiant récipiendaire d'une bourse. Également, on voulait les reconnaître en leur offrant un prix, ou pas un prix, mais un objet de reconnaissance qui représente les membres du sacréritage. Puis, on leur a donné des exemples. Est-ce que vous voulez une épingle? Est-ce que vous voulez un stylo? Est-ce que vous voulez un cartable ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qui est ressorti de tout ça? C'est la majorité du monde, on dit un stylo puis une épingle. Ce que Sylvain va faire dans la prochaine diapo, va vous présenter un peu nos retombées et nos apprentissages de ce sondage-là qui nous a aidé à développer une nouvelle vision et l'image de marque de notre programme et les membres du sacréritage. Merci, Claude. Alors, justement, la fameuse nouvelle image de marque, ce qu'on a décidé de faire, c'était vraiment de donner une âme à ce cercle héritage-là qui, avant, était vraiment un concept sur papier. Il n'y avait pas vraiment de look, il n'y avait pas de visuel, il y avait pas grand-chose. C'était cercle héritage et on reconnaissait nos donateurs, oui, lors d'événements, etc. Mais on voulait vraiment surtout après la pandémie, donner une âme et donner un sens à ce cercle-là. Ce qu'on a fait, Claude le mentionnait, donc on a demandé à nos donateurs, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour être reconnu et justement faire valoir le fait que vous faites partie du cercle héritage? Et surprenamment, beaucoup nous ont dit, on veut pas grand-chose. On veut être invité à certains événements, on veut sentir qu'on fait partie de la grande communauté de l'université, mais on a quand même décidé d'aller de l'avant avec une fameuse petite plume, mais aussi, ça peut avoir l'air, on peut vous l'accorder, un petit peu quétaine, c'est les fameuses petites épinglettes. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer l'appréciation que les gens ont pour cette épinglette-là. Vous allez pouvoir voir que Claude Dandin et moi en avons une actuellement parce que nous sommes aussi membres du cercle héritage. Nous avons confirmé un don par assurance vie à l'Université d'Ottawa. Et on invite nos donateurs à porter ces épinglettes-là quand ils viennent lors d'événements sur le campus, soit du cercle d'héritage ou des événements institutionnels, simplement pour en faire la promotion un petit peu du cercle d'héritage, oui, mais ça ouvre des conversations. Et nos donateurs sont fiers de la porter. On s'entend, c'est pas ça qui coûte cher. Je pense qu'ils nous ont coûté 3,50 chacune. Donc, le petit kit que vous voyez à la gauche, c'est un kit qu'on envoie à nos donateurs une fois qu'ils ont confirmé un don testamentaire, un don par assurance vie, un don planifié. Donc, il y a une lettre qui explique le cercle héritage, le logo. Vous pouvez voir, le logo est basé sur des feuilles de chêne. Donc, ça représente quoi? Ça représente la sagesse en quelque part, mais aussi la force et le fait que le cercle héritage permet à l'université et aux étudiants de bien enraciner leurs racines pour justement permettre aux générations futures d'avoir des assises solides.
Donc, c'est la signification derrière le cercle héritage. Donc, ils reçoivent la lettre avec la définition, ils reçoivent la plume et un petit bloc-notes. C'est vraiment pas beaucoup, mais c'est ce qu'on voulait. Parce qu'on ne voulait pas que les denteurs aient la perception, c'est enveloppé en passant dans un petit cellophane, donc c'est quand même beau, mais on ne voulait pas que les denteurs aient la perception qu'on dépensait les sous qu'ils investissent auprès de nos étudiants et auprès de notre université pour leur acheter des cadeaux. Donc, les gens l'apprécient et c'est juste assez. On a aussi revu nos outils et on a produit, vous voyez à la droite, c'est la brochure des dons planifiés. La brochure est composée d'histoires de dentaires. Donc, encore là, comme on l'a mentionné plus tôt, c'est très axé sur le pourquoi. Non pas sur le comment, mais bien sur le pourquoi, sur l'inspiration, sur la motivation derrière le don. Donc, c'est une brochure qui est avant tout inspirationnelle pour nos donateurs, mais aussi il y a quelques informations plus techniques à l'intérieur de la brochure. Si jamais, ce qu'on fera, c'est qu'on vous en mettra une copie dans le Dropbox de la présentation pour que vous puissiez la consulter. Alors, nos initiatives maintenant. La première chose, bien, la trousse du cercle héritage. Donc, quand je parle des initiatives, on est vraiment ici dans les initiatives de fidélisation et d'engagement. Donc, la trousse du cercle héritage dont je viens de parler en est une. C'est très important quand on peut, on remet cette trousse-là en personne. Si on ne peut pas, ben, ça va être envoyé par la Poste, bien sûr, quand la Poste Canada fonctionne. Mais le plus souvent, ça va être remis en personne. Très important aussi, on met un accent particulier sur le développement des relations avec les représentants de succession et les proches. J'étais justement ce matin dans une rencontre avec l'exécuteur d'une succession qui nous est arrivée dans les dernières 2 semaines. Une belle rencontre de 45 minutes, très inspirante pour apprendre à connaître la famille, pour apprendre à connaître aussi leurs priorités, leur vision philanthropique. Donc, au-delà de la succession, comme on le mentionnait un peu plus tôt, au-delà de la succession, on veut continuer cette relation-là avec la famille pour s'assurer, de leur faire valoir l'impact des fonds qu'ils ont créés à l'université, mais aussi pour voir s'il y a un potentiel aussi de continuer à investir dans les fonds qui ont été créés par leurs êtres chers. Invitation à des événements spéciaux exclusifs en personne et en virtuel. Très important du côté de l'Université d'Ottawa. On a une communauté de diplômés qui est assez, je dirais, éparpillée un peu partout dans le monde. On a à peu près 50% de nos diplômés qui sont dans la région de Gatineau, Ottawa. Mais on a aussi un autre 50% qui est ailleurs au Canada, qui est ailleurs aux États-Unis, on en a en Europe. Donc, on veut quand même offrir des activités qui sont en virtuel pour que les gens puissent justement se connecter, être avec nous et avoir ce sentiment-là de faire partie d'un tout et d'une communauté. Initiative spéciale qu'on a fait pendant la pandémie. Bien sûr, vous le savez, on travaille avec des gens qui sont un peu plus âgés. Donc, la pandémie a été difficile pour nombre d'entre eux, pour pas mal tout le monde, mais pour des gens un peu plus âgés aussi. C'était assez difficile. Donc, ce qu'on a décidé de faire, on a développé une collaboration avec notre école de musique. Et à tous les mois, pendant, si je me souviens bien, c'était à peu près 5 à 6 mois, ou vraiment au début de la pandémie, on a envoyé un spectacle préenregistré à tous les membres du Cercle Héritage. Donc, ce spectacle-là a été offert par des étudiantes et des étudiants de l'école de musique. Souvent, c'était de leur domicile. On a aussi recyclé certaines prestations qui avaient été enregistrées pré-pandémie. Et ce qu'on voulait, en faisant ça, essentiellement, c'était simplement de dire à nos donateurs, on est là, on est avec vous, on sait que c'est pas facile, mais voici un petit quelque chose pour égayer votre journée. Je vais laisser Dana vous parler de ThankView. Oui, c'est ça. Cela est un de nos outils que nous utilisons pour envoyer des messages d'anniversaire à nos membres du Sacré-Héritage. Donc, c'est le logiciel ThankView. Comme vous pouvez le voir à droite, cet outil nous permet d'envoyer un message hautement personnalisé à chacun de nos donateurs. Les messages sont programmés pour être envoyés le matin même de leur anniversaire. Chaque envoi comprend aussi une courte vidéo qui accompagne les vœux. Ces vidéos sont préparées par notre équipe des relations avec les donateurs et nous essayons à chaque année d'y apporter une touche originale et chaleureuse. Je crois que Sylvain va en faire un partage du vidéo dans le Dropbox aussi, parce qu'on va manquer de temps.
Les donateurs sont toujours très touchés par cette attention personnalisée. C'est une belle façon de leur rappeler que leur engagement est important et qu'ils font vraiment partie de notre grande communauté. Claude va vous parler de nos initiatives pour renforcer nos liens avec les donateurs. Donc, je juste, au courant du temps, Sylvain Donon, on va juste terminer notre présentation. Fait qu'il nous reste quelques slides et les études de cas qu'on veut vous présenter. Donc, rapidement, évidemment, le temps des fêtes s'approche. Vous voyez, il y a la belle neige dehors ici dans la région d'Ottawa. Fait qu'on se prépare déjà pour Noël. Évidemment, pour nous, c'est de préparer nos cartes des fêtes qu'on envoie tout le temps à nos membres du sacrétage et les prospects. Un petit avantage pour nous, c'est qu'on avait les cartes imprimées l'an passé, puis étaient prêtes pour être envoyées par la Poste, mais Poste Canada ont décidé autrement d'aller en grève. Donc, on a sauvegardé nos cartes de l'an passé. On a sauvé un peu d'argent pour cette année. Fait que tout ça, c'est signé personnellement avec Donna, Sylvain, puis moi. On se rencontre ensemble, on a du café, on joue de la musique, puis on écrit des beaux petits messages. Chaque année, au mois de mai, on produit tout le temps à peu près 4 à 5 belles histoires de témoignages de nos donateurs du Sacré Héritage. Quelque chose de très émotionnel, un grand impact qui peut avoir de l'ampleur au niveau de nos stratégies d'acquisition. On a déjà compilé à peu près 45 histoires en total depuis au moins une dizaine d'années, qui est extraordinaire. Puis on réutilise ces histoires-là dans les différentes facultés ou différents besoins ou différents moments de l'année. Qui est très important. Puis, Donna, vous le partagez tantôt, mais quand on crée une histoire récemment de notre donateur, on imprime sur une belle plaque qu'on remet en personne, qu'eux autres, ils peuvent le mettre sur leur mur. Et juste à noter que cette idée-là est venue de l'Université Carleton, notre rivalité ici à Ottawa. On a beaucoup de collaboration avec nos collègues en don planifié, fait que c'est une idée qui est venue de l'Université Carleton. Et Donna va parler un petit peu des rapports d'impact et des rencontres avec les récipiendaires. Oui, à chaque année, pour certains donateurs, je prépare un rapport d'impact personnalisé. Avant de le rédiger, je vérifie à qui la bourse a été remise et je communique avec les récipiendaires. Je leur demande souvent une lettre de remerciement, une courte vidéo ou encore une rencontre virtuelle ou en personne pour exprimer leur reconnaissance envers le donateur. Les rencontres entre donateurs et récipiendaires sont souvent des moments forts. Elles permettent aux donateurs de voir concrètement l'impact de leur générosité, de mettre un visage sur leur engagement et pour les étudiants, c'est une occasion unique de dire merci, de partager leur parcours et de réaliser que derrière leur bourse, il y a une personne qui croit en eux. Le rapport d'impact vient ensuite illustrer tout cela. On y retrouve une brève description de la bourse, un résumé financier du fonds, le nombre total de récipiendaires depuis la création, ainsi que le montant distribué à ce jour. C'est un bel outil de reconnaissance, mais aussi un moyen de démontrer la continuité et la portée du geste du donateur. Maintenant, Sylvain va débuter nos études de cas. Merci beaucoup, Donna. Alors, études de cas, nous en avons 3. Il nous reste à peu près 15 minutes. Donc, on va être correct. La première, je vous présente ici, on nommera pas les noms. Ce sont des donateurs. Je tiens à vous rassurer, ces donatrices et donateurs sont des gens qui ont partagé leur histoire. Donc, il n'y a aucune information qu'on vous partage aujourd'hui qui est confidentielle, dans le sens que c'est de l'information qui est publique, parce que ce sont des histoires qui ont été partagées justement dans notre bulletin Héritage. Le premier donateur, donc, je vous le présente. C'est un donateur qui a étudié, bien sûr, à l'Université d'Ottawa, qui est gradué de l'université, donc une maîtrise en éducation, qui a fait sa maîtrise en 1977. Il est diplômé aussi de 2 universités, 2 autres universités. Il a travaillé dans le secteur de l'enseignement supérieur toute sa vie, donc il connaît bien la réalité de l'université, il connaît bien la réalité des étudiants aussi. Et par le fait même, il est professeur adjoint à l'Université d'Ottawa en sciences de l'information. Donc, il enseigne à l'université depuis, si je me souviens bien, c'est une quinzaine d'années. Donc, très, très, très engagé. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, il entretient des liens qui sont extrêmement étroits avec l'université. C'est un donateur depuis 1984. Là, je vais revenir à ce qu'on disait tantôt au niveau de la pyramide de dons.
Ce donateur avait donné des plus petits dons depuis 1984 et en 2017, nous avons lancé la première édition de notre grand sondage auprès des donateurs. À plus de 4000 donateurs, on a eu un taux de réponse de 20 très, très positif et ce donateur en faisait partie. Depuis, donc, il a confirmé un don planifié, un don testamentaire. Suite à cela, et vous allez le voir, vous voyez probablement déjà dans vos organisations, souvent quand les gens vont confirmer un don planifié, ils vont ensuite augmenter leur engagement financier envers l'organisation. Ça a été le cas ici avec ce donateur. Donc, son don planifié a mené à des dons majeurs, à des dons annuels, et il a maintenant un solide fonds doté avec l'université, un fonds de bourse, qui vient appuyer des étudiants en éducation, justement. Il participe à de nombreuses activités. Justement, la semaine dernière, on avait une belle activité avec notre nouvelle rectrice. Nous sommes très, très fiers, justement, que nous ayons nommé notre première femme rectrice à l'Université d'Ottawa, donc depuis le 1er juillet. D'ailleurs, notre prochaine édition du Bulletin Héritage va en être une totalement féminine. Donc, on met vraiment en lumière le fait qu'on a une première femme rectrice à l'université et on veut en parler, justement. Je reviens à ce donateur-ci. Donc, il participe à plusieurs événements, justement, comme je mentionnais la semaine dernière, une activité avec la rectrice, une causerie pour les membres du Cercle Héritage. Et sa conjointe et lui ont fait 2 heures de route pour venir à l'événement. Bien sûr, ils en ont profité pour passer une petite journée, une soirée ici à Ottawa, mais sont très engagés et quand ils peuvent être avec nous, ils sont avec nous, justement. Il reçoit des invitations, bien sûr, de ma part quand je vais dans son coin de pays. Justement, le 27 novembre prochain, on va prendre un café ensemble avec lui et 2 autres donatrices qui sont des donatrices ici à l'Université d'Ottawa aussi. Donc, on essaie de créer, comme Claude l'a mentionné un peu plus tôt, le plus de, désolé anglicisme, mais de touch points le plus possible dans une année avec les donateurs. Ce ne sont pas tous les donateurs qui en veulent, autant de touch points et de points de contact, mais quand c'est le cas, bien, on essaie justement de le faire. Une initiative très spéciale avec ce donateur, puis ça va venir démontrer, quand je parlais un peu plus tôt de la relation humaine qu'on développe. J'aime beaucoup dire qu'on développe des amitiés professionnelles avec nos donateurs. Bien important, au sens éthique et déontologique à la limite, on ne tombe pas dans une relation d'amitié, mais on tombe, à mon avis, dans une relation d'amitié professionnelle. Ce donateur, j'étais assis chez lui ça c'est en 2019, et on parlait un petit peu de peinture. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, je fais de la peinture, donc on a commencé à en parler et il m'a dévoilé que lui aussi en faisait. Ce qui était triste dans ça, c'est qu'à part sa conjointe, il n'y a personne qui avait jamais vu ses tableaux. Donc, je lui ai demandé si je pouvais voir. Il m'a dit qu'essentiellement, il n'était pas prêt à les partager, mais il envoie-moi une couple de photos, quelques photos de tes œuvres à toi, puis on verra par la suite. Fait que je lui ai envoyé à mon genre de petit portfolio et ensuite, il m'a partagé plusieurs peintures, dont celle que vous voyez à droite. Cette peinture-là a été faite, et l'histoire est quand même assez impressionnante, a été faite sur la base de la couverture d'un magazine de l'Association des diplômés dans les années 70-80. Vous voyez ici le canal Rideau. À gauche, c'est anciennement ce qu'avait l'air l'université. Justement, le bâtiment ici, le bâtiment jaune, n'existe plus. Mais quand il nous a montré ça, on a dit, mais voyons, il nous faut justement cette peinture-là. Et on lui a offert d'utiliser la peinture pour notre carte de Noël, notre carte du temps des fêtes de 2019. Il a accepté. On a bien sûr mis son nom et tous les crédits nécessaires à l'endos de la carte, mais cette année-là, la carte avait un caractère très spécial. C'est un diplômé, membre du Cercle Héritage, qui avait peint le visuel, justement, de cette carte-là. Et à partir de là, ça a renforcé encore plus les liens. Et son épouse, on est en train de finaliser certaines choses avec elle. Donc, elle a créé un fonds en sciences infirmières qu'elle veut aussi doter. Et il y a probablement un don planifié qui va émerger de tout ça. Alors, c'était l'étude de cas que je voulais vous présenter. Je vais passer la parole à Claude. Oui, à Claude, c'est ça. Voici une donatrice que je tiens tellement à cœur, mais mes collègues le savent.
Ce n'est pas une erreur que vous voyez à l'écran, c'est bien 5 fois diplômé, effectivement. Un baccalauréat en sciences infirmières, une certification en santé communautaire, un bac en santé communautaire et aussi une maîtrise et un doctorat en éducation. Elle a passé 29 ans de carrière à l'université. Elle était professeure et directrice de l'école des sciences infirmières. Elle était doyenne de l'école des sciences infirmières et ensuite doyenne associée de la faculté des sciences de la santé et plusieurs organisations et membres exécutifs à l'université. Elle a commencé comme étant une donatrice loyale. Elle donnait des dons annuels, comme vous voyez, dans les années 55, elle a eu son premier diplôme. Donc, elle a commencé très jeune. Elle a 92 ans, mais elle incarne une jeunesse d'esprit absolument remarquable et une énergie qui continue d'inspirer ceux qui la côtoient. Puis elle m'inspire à tous les jours. Elle a passé une belle carrière ici à l'université. Ensuite des dons annuels, elle a décidé qu'en 2006, elle a créé la toute première chaire de recherche en soins infirmières et santé publique et communautaire au Canada. Ça permet à faire beaucoup de recherches et de mise en place des œuvres et des pratiques en santé publique et communautaire pour les populations marginalisées et défavorisées. C'est quelque chose qui lui tient à cœur et nous en sommes très, très reconnaissants de son soutien qui a un grand impact aujourd'hui. Elle a aussi créé une bourse d'études pour aider la prochaine génération d'infirmiers et d'infirmières. Ce qu'on a fait aussi, on a partagé son témoignage. Vous voyez ça à l'écran. On a ici un extrait de son témoignage qui a été partagé une couple d'années passées. Et l'article a été joint en collaboration avec son adviseur financier parce qu'elle nous a accompagnés dans ce processus-là pour nous confirmer plusieurs de ses assurances-vie qu'elle a transférées, dont nous sommes bénéficiaires de ces plusieurs polices d'assurance-vie. Donc, l'article du conseiller financier a aidé à émettre un peu les bénéfices et de sensibiliser le véhicule de don d'assurance-vie via son article. Et qu'est-ce qui est intéressant, l'an passé, Donna, elle a pu connecter avec sa récipiendaire de bourse virtuellement, par contre. Et ensuite, ils se sont rencontrés dans un événement santé publique avec la ville d'Ottawa, d'où cette infirmière, cette jeune dame étudiante, elle a connecté. C'était une fierté absolument incroyable. Puis vous pouvez voir avec leur grand sourire, c'était totalement de joie. Prochaine diapo, Sylvain. Évidemment, une femme de son âge, puis sa reconnaissance est très importante. On l'a nominée pour quelques prix au courant de sa vie. Un, c'était lauréate de donatrice exceptionnelle à travers de l'AFP Ottawa et aussi quelques prix à l'intérieur de l'université. Nous avons aussi établi un club d'ambassadeurs. On la considère comme une grande ambassadrice pour nous, non seulement pour les dons planifiés, mais aussi à la faculté de sciences de la santé. On l'intègre beaucoup à plusieurs événements sur campus. Elle vient tout le temps à nos événements de membres du sacrage. Le monde la reconnaît tellement à chaque fois. Oui, il y a une couple de trop de photos sur l'écran, mais comme vous voyez, moi et elle, on porte fièrement notre épinglette qu'elle porte fièrement à chaque fois qu'elle vient sur le campus. Elle connecte très bien avec les titulaires de sa chaire de recherche. Mais une chose qui était très importante, très spéciale pour elle, c'est à son 90e anniversaire en 2023. Elle avait auparavant une salle de classe, l'auditorium nommé à son nom à la faculté de médecine, d'où l'école des sciences infirmières résidait auparavant. Mais maintenant, la faculté de sciences de la santé a inauguré un nouveau campus, un nouvel édifice pour leur propre faculté et l'école des sciences infirmières. Et nous avons transféré la nomination de son ancienne salle dans une belle salle de classe ici sur campus. Et pour célébrer son 90e anniversaire, dans l'année d'inauguration de cet édifice-là, on trouvait que c'était un moment propice. Puis comme vous voyez ici dans une des photos, elle est en train de parler à des étudiantes dans sa salle de classe qu'elle est très fière. Donc, des petites touches ici et là. Puis juste pour terminer un petit à côté, elle et moi, nous ne buvons pas de café, nous ne buvons pas de thé. Nous sommes des fans de chocolat chaud. Donc, traditionnellement, à chaque année au mois de décembre, on fait notre rencontre annuelle à tous les ans avec notre bon chocolat chaud ensemble pour commémorer la belle année qui vient de passer. Donna. Merci, Claude. Bon, à mon tour de vous parler d'une donatrice qui m'a profondément touchée.
Elle aussi, évidemment, diplômée de l'Université d'Ottawa, en 2013, elle a créé une bourse en hommage à ses parents, deux figures marquantes du milieu musical et de l'enseignement à Ottawa. À l'époque, elle vivait à l'extérieur de la région, donc nos échanges étaient surtout à distance. Mais en 2023, à son retour dans la région, nous avons pu reprendre contact plus étroitement. Claude avait déjà amorcé avec elle une discussion sur un don planifié pour doter son fonds et le moment était idéal puisqu'elle devait justement mettre à jour son testament après son déménagement. Nous en avons aussi profité pour lui proposer de rencontrer la récipiendaire de sa bourse, une photo que vous voyez aussi à l'écran, et c'était un vrai moment de magie. Elle est arrivée avec des photos de ses parents partagées et la récipiendaire était ravie de découvrir leur parcours et les nombreux points qu'elles avaient en commun. Elles ont tellement bien connecté que la donatrice est venue au récital de fin d'année de la récipiendaire et l'a même invitée à donner un récital dans son église. L'année suivante, après une rencontre semblable, elle a été tellement touchée par les besoins des étudiants qu'elle a décidé de doubler la valeur de sa bourse. Pour souligner son engagement, nous lui avons proposé de partager son histoire dans notre bulletin héritage. Ce genre de témoignage a un réel pouvoir d'inspiration auprès d'autres donateurs potentiels. Et, petit geste d'appréciation que les donateurs adorent, comme Claude l'a mentionné, nous leur remettons, qu'on ne voit pas tellement bien à cause de la caméra, une plaque souvenir avec la version imprimée de leur article. Un souvenir concret et significatif de leur contribution. Claude, je te passe la parole. Donc, juste pour terminer nos dernières diapos, des points clés à retenir durant notre présentation, bien, c'est important de vraiment s'engager auprès de vos donateurs et donatrices et avant tout de comprendre pourquoi, le grand pourquoi qu'ils donnent, qu'est-ce qui les inspire, c'est quoi leur connexion personnelle envers leur cause. Aussi, c'est de créer une série de points de contact significatifs. On a parlé un peu dans le mot anglais des touch points personnels qui font que les donateurs se sentent très valorisés. Puis il s'agit de créer vraiment un rythme d'engagement avec eux autres durant leur vie. Les histoires, on en parle souvent, inspirent beaucoup réellement l'action, les stratégies d'acquisition. Donc, utilisez vos témoignages et les actions pour encourager la générosité et la continuité de votre programme. Et c'est important de démontrer la transparence et que les donateurs aient confiance envers la cause, envers le programme, envers l'institution, avec les donateurs, de fournir des mises à jour et des rapports d'impact pour renforcer encore plus la relation à long terme. Sylvain? Être à l'écoute et offrir aussi de la rétroaction. Donc, on l'a mentionné tout au long de la présentation, on parle d'une relation qu'on établit avec les donateurs, une relation humaine. Il faut être à l'écoute. Quand on donne de la formation, même à l'interne ici avec nos collègues, il y a souvent cette peur-là de parler des dons planifiés. Mais ce qu'on leur mentionne, c'est écouter plus que vous parlez, bien sûr. Écouter la motivation et l'histoire derrière le don, le pourquoi. Et après ça, le comment, ben, on verra. On va travailler là-dessus. Donc, vraiment offrir notre oreille aux donateurs et vraiment avoir une communication qui est bidirectionnelle et pas avoir peur de s'ouvrir, nous aussi, un petit peu. Si on veut En que le une donateur minute, la donne. Sylvain, je suis désolé Oui, d'être éteigne noire, là, parce que ça va non, très, très bien, là, mais une petite minute. oui, on a terminé avec ça. Donc, célébrer les étapes importantes aussi, les points clés de la relation avec le donateur, mais aussi les jalons de l'université. Par exemple, on vous l'a mentionné, on avait un événement la semaine dernière avec notre nouvelle rectrice. Donc, important qu'on mette l'accent là-dessus. On est une communauté, donc il faut absolument qu'il fasse partie de tout ça. Tirer parti de la technologie, on le dira jamais assez, utilisez votre CRM, analysez vos données, segmentez, personnalisez et finalement, perspective à long terme. Donc, la gestion des donateurs en dons planifiés, ce n'est pas un effort, premièrement, mais c'est certainement pas un effort qui est ponctuel, mais c'est un parcours qui continue. Donc, c'est le début. On aime ça dire ici que c'est le début de la relation, essentiellement parce qu'on en a pour 10, 15, 20, 30, 40 ans de fidélisation et de reconnaissance et d'engagement à faire. Merci beaucoup. On sait qu'il y avait beaucoup d'informations, mais on espère que vous avez apprécié la présentation.
Alors, je peux t'assurer, Sylvain, que les gens ont apprécié. On le voit là, dans le fil. Là. Les gens trouvaient ça très intéressant. Alors, puis ça paraît que vous avez vu neiger, comme on dit. Hein? Vous avez de l'expérience. La relation aux donateurs est au centre de vos préoccupations pour vous connaître personnellement. On pourrait aller aussi j'ai eu l'occasion de discuter avec Claude, avec Sylvain. À un moment donné, ils vous parleront de comment est-ce que des fois, ils vont parler à un donateur, puis ils vont dire, ben écoute, tu pourrais aller voir tel organisme aussi. Alors, de vraiment être à l'écoute des donateurs, c'est la grande qualité de Sylvain, de Claude et de Donna qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, sincèrement. Les questions, ben, Sylvain, Claude, Donna, vous avez répondu au fur et à mesure. En terminant, ben, écoutez, je vous invite à prendre quelques instants pour répondre au sondage. Lara va publier un lien dans le chat. Alors, vos commentaires sur les webinaires sont vraiment très appréciés. Notre prochain webinaire en français aura lieu le mercredi 26 février 2026, quand je vais présenter justement le pouvoir du pourquoi. Donc, Sylvain et Claude et Donna l'ont mis en relief, mais je vais en parler, le pouvoir du pourquoi. Et notre prochain webinaire en anglais aura lieu le mercredi 26 novembre, quand Monica Sigurdsson va présenter A Beginner's Guide to Plan Giving. Pour toute question sur les webinaires ou les programmes, vous pouvez communiquer avec Erin qui va se faire un plaisir de vous aider. On vous Juste une rappelle que petite note, juste une Oui, petite note, Claude, ne pas oublier non plus de regarder au niveau de la programmation de l'ACPDP Québec, donc la oui. section du Québec. Donc, vous avez on a à peu près 8 à 9 activités par année. Donc, n'hésitez pas à aller voir là, de ce côté-là si vous n'êtes pas déjà membre et vous ne recevez pas les courriels. Puis, Beau oui, rassemblement le 2 décembre, Québec, chose Oui, qui est plutôt rare aussi, hein. Claude, le mot de la fin. oui, désolé qu'on n'a pas eu le temps pour une période de questions. On avait tellement de beaux contenus à partager avec vous, mais vous avez nos coordonnées. La dernière diapo, vous avez nos coordonnées. Fait que n'hésitez pas à nous envoyer des questions, etc. Ça nous fera plaisir d'aller répondre. Désolé de ne pas avoir du temps de le faire virtuellement. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, passez une belle fin de semaine et au plaisir. merci. Bye Bye. bye.